Aujourd'hui les potes, on mange Disney, au programme La Reine des Neiges. Ouais, Mulan, olé, le Roi Lion, c'est la fête oh. Ça fait des années qu'on voit passer des théories Disney dans tous les sens, et moi j'en ai lu quelques-unes là pour cette vidéo, et il y en avait que je trouvais vraiment méga plausibles. Alors évidemment, si vous êtes fan hardcore de Disney, vous allez sûrement connaître les théories dont on va parler dans cette vidéo. Maintenant, si vous aimez un petit peu Disney de loin, vous allez adorer. Vous allez voir, c'est une dinguerie. La dernière va vous étonner. Bon, c'est un sujet léger aujourd'hui, ok? Aladdin. Aladdin, c'est mon Disney préféré parce que je suis arabe. Je sais même pas si c'est mon Disney préféré. Par contre, ce qui est clair, c'est que je l'aime ce film. L'ouverture de ce Disney, c'est un top tier. Sous la nuit d'Arabie, on passe du désert, on plonge dans la ville d'Agraba. En moins d'une minute, on est immergé au cœur d'un décor oriental, c'est merveilleux. Et c'est dans cette introduction qu'on retrouve notre personnage préféré. Le marchand qui nous invite à se rapprocher et qui... Oh putain, ils font ça dans Aladdin. Le temps d'avance. Mais oui, c'est votre personnage préféré, ce marchand. Parce que ce marchand, c'est le génie de la lampe. Première théorie de cette vidéo. La couleur de sa gandora, de sa robe, bleue, avec une ceinture rouge, c'est le même outfit que pour le génie, regardez. Les deux personnages ont la même barbichette. Et ici, 4 doigts à chaque main. Les deux ont 4 doigts à chaque main. En VO, en version originale, le génie et le marchand sont tous les deux doublés par le grand Robin Williams. Alors cette théorie fut une théorie. Passé simple, futur, antérieur. Fut parce que Ron et John, les deux réalisateurs d'Aladdin, l'ont entièrement confirmé. Et à Skip, il y avait même une scène prévue pour dévoiler la transformation, mais qui n'a pas été intégrée au film. Et puis plus récemment, dans le live action, c'est Will Smith, le génie, qui raconte aussi l'histoire. Il est grand temps de vous raconter l'histoire d'Aladin, de la princesse et de la lampe. Ce qui vient confirmer cette théorie qui n'en est plus une. Mais oui, c'est plus une théorie vu qu'elle a été confirmée. Donc elle n'a rien à foutre dans cette vidéo, je suis d'accord avec vous. En revanche, celle comme quoi le film Aladdin se déroulerait dans le futur, dans un futur lointain, en l'an 10300, celle-là, elle n'a pas été confirmée et pourtant elle marche. L'an 10300, ça fait loin, hein, mais qu'est-ce qu'il dit le génie quand il sort de la lampe? Quand il sort de la lampe, il s'étire en criant 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Torticolis. Colis. C'est non, c'est la première partie qui nous intéresse. 10 millénaires. Là, on a une période, on a une date, on a une époque, ce que vous voulez. On a l'info de 10 000 ans. Et plus tard, Aladdin, il souhaite au génie de devenir un prince. Génie, je souhaite que tu fasses de moi un prince. Et quand le génie, il entre dans la peau d'un styliste, il lui fait cette remarque. Le fez et le gilet font beaucoup trop 3e siècle à mon goût. Le fez et le gilet font beaucoup trop 3e siècle à mon goût. 3e siècle, on a une seconde date. Du coup, ça fait que le génie, au 3e siècle, il était là, il était en dehors de sa lampe pour observer les outfits des gens. Bah oui, sinon il pourrait pas comparer les outfits du 3e siècle avec celui d'Aladin là actuellement. Ce qui fait que le génie qui a été enfermé pendant 10 000 ans, il était au moins dehors au 3e siècle. 3e siècle ça fait 300, 300 plus 10 000 ans ça fait 10 300. Et c'est bien plus plausible comme ça. Tout d'un coup ça devient plus cohérent que le génie puisse se transformer en Jack Nicholson ou en Arnold Schwarzenegger. Il peut pas les inventer s'il ne les a pas vus. Il peut à la limite en inventer un, mais vas-y, deux. C'est impossible, il est obligé d'avoir la ref. Et si Aladdin se déroulait dans le passé, bah il peut pas l'avoir. Un point de plus pour cette théorie comme quoi Aladdin se déroule dans le futur. Et juste après être sorti de sa lampe, il tient un micro les frères. Un micro. Juste après, il devient une machine à sous. Il n'y a pas de machine à sous, il n'y a pas de micro avant. Et pour revenir à l'introduction, sous sa forme du marchand, le génie tente de nous vendre ses marchandises. Parmi lesquelles ce tupperware. Et écoutez ce qu'il dit. Regardez, c'est la première fois que j'en vois un aussi bien conservé. C'est le célèbre Tupperware de la mer morte. Il vient dire que c'est la première fois qu'il en voit un aussi bien conservé. Un tupperware. Un tupperware, c'est les années 40, monsieur. Pour qu'il soit là en mode, ouah, c'est la première fois que j'en vois un aussi bien conservé, ce tupperware créé dans les années 40, c'est que le truc a l'air méga vieux. C'est une relique. Un peu comme dans Silo. Trop peu de gens ont la rêve de Silo. Allez voir Silo sur Apple TV. Vraiment, vous allez adorer, bête de série. Il y a le livre aussi. Si vous êtes plus lecteur, il y a le livre. Allez, on termine cette théorie. Aladdin se passe dans le futur, et au vu de l'aspect désertique et du manque de technologie, on peut imaginer que c'est un futur post-apocalyptique. Avant de parler de la Reine des Neiges ou du Roi Lion, passons au film qui marque une date importante dans l'histoire du cinéma, le premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains. Pour cette théorie, Blanche-Neige, on s'en fout. Et 6 nains sur 7 aussi, on s'en fout. Ça saute. Allez, ce qui nous intéresse, nous, c'est lui, c'est Simplet. Pourquoi? Parce que Simplet, c'est le papa de Pinocchio. Simplet, c'est Gepetto quand il était enfant. Ouah, comme j'affirme l'information, je suis si sûr de moi, je suis Twitter, je suis X, c'est lui. Bon déjà, physiquement ça fonctionne. Tous les deux, ils ont les yeux bleus. Regardez, hop, Gepetto, hop, Simplet. Zoom sur le nez rose de Simplet, tout rond, et Gepetto, bah il a le même. Et lui, Gepetto, vous connaissez l'histoire, il y a un truc qui lui tient vraiment à cœur. Il veut que sa marionnette en bois parle. C'est important pour lui, et la théorie voudrait que c'est parce qu'il avait des difficultés à parler quand il était petit, et à se faire des amis aussi.
comme Simplet. Simplet, il parle pas. Il ne peut pas parler? Il sait pas. Il a jamais essayé. Aussi, Geppetto, il veut que Pinocchio, il aille à l'école. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que son fils de substitution soit pris pour un idiot. Il ne veut pas que Pinocchio subisse ce qu'il a vécu plus jeune. Être pris pour un idiot, pour un Simplet. En plus d'être cohérente, elle est touchante cette théorie. Ok, mais pourquoi Geppetto, il aurait cohabité avec les 6 autres nains s'il n'en est pas un? Alors pour la suite de cette théorie, elle est un petit peu plus basée sur du storytelling, conçu par des vrais fans de Disney, mais je trouve qu'elle tient la route. Prof, timide, grincheux, dormeur, joyeux, atchoum. Ils auraient pris Simplet pour un nain à cause de sa petite taille quand il était enfant. Ok, ça se tient, en plus il parle pas, il est un petit peu teubé, donc on peut pas savoir si c'est un enfant ou un adulte en vrai. Par contre, plus tard, quand ils ont commencé à capter que Simplet commençait à grandir un petit peu trop, grandir physiquement quoi, il l'aurait expulsé de la mine et de la maison. Simplet traverse l'Europe en s'éloignant de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est là où se déroule Blanche-Neige, pour ensuite arriver en Italie. Simplet devient Geppetto, un menuisier plutôt pauvre. Mais les deux histoires, Blanche-Neige et Pinocchio, se déroulent toutes les deux au 19e siècle. C'est la même période, elle est propre, cette théorie. Donc voilà, en plus de tout ça, on reste en Europe. Dans 24 heures, je vais me faire allumer. Non, Sofiane, elle est pas du tout propre, cette théorie. Et c'est pas parce que deux personnages se ressemblent que c'est les mêmes personnes, c'est vrai. Mais en général, les théories commencent comme ça. En général, elles commencent par des ressemblances. C'est le cas de Belle dans La Belle et la Bête. Belle, dans La Belle et la Bête, elle serait l'arrière-grand-mère de Jane dans Tarzan. Pourquoi? Parce qu'elles se ressemblent déjà, oui, voilà. Avouez que physiquement, il y a un truc. Bon, alors elles ont juste le même cara design, c'est possible. Ok, c'est vrai. Mais la petite mèche là, sur le côté, là, ça c'est assez unique. En général, les princesses Disney, elles ont toutes une coupe plutôt droite, propre, rien qui dépasse. Voilà, pas Mérida dans Rebelle. Pas Rebelle, on est d'accord, c'est vrai. Pas Rebelle, il y a toujours un petit truc qui vient péter ma théorie, pas de souci. En tout cas, Jane et Belle, elles se ressemblent et elles ont les mêmes goûts. Eh oui, check la robe de Belle, voilà, maintenant check les habits de Jane. Eh oui, it's yellow. Bon, et il y a évidemment un autre détail qui vient appuyer cette théorie Disney. C'est cet easter egg, ce détail caché juste là, qu'on retrouve dans Tarzan. Toc, le petit gorille là, avec ses potes, ils envahissent le camp des explorateurs pour y jouer de la musique. On est bien dans Tarzan là, hein. Alors pourquoi on y voit ici la théière et la tasse de la Belle et la Bête? Eux là. La théière, c'est Madame Samovar. Et la tasse, c'est Zip. Pourquoi elles sont dans Tarzan, bordel? La théorie devient plus cohérente, là. Il y a un lien entre Tarzan et la Belle et la Bête, entre Jane et Belle. Jane et Belle, qui sont toutes deux, attention, hein, tombées amoureuses d'une bête. L'une sauvage, l'autre moins, mais les deux portent des caractéristiques d'une bête, frère. Magnifique. C'est magnifique, les théories. Mulan. Mulan, quand son père, blessé, est appelé en renfort en tant que soldat, elle prend sa place en se faisant passer pour un homme. Mulan part s'entraîner pour ensuite affronter les Huns, une armée dirigée par Shan Yu, leur chef. Shan Yu, c'est lui qui nous intéresse. Et la théorie autour de ce méchant, je la trouve hyper stylée. La théorie, c'est quoi? La théorie, c'est que Shan Yu, c'est un nécromancien. Mais c'est quoi? Sofiane, j'aime le cinéma, mais moi je ne suis pas un geek. Je n'ai jamais joué à World of Dofus. Explique-moi ce que c'est un nécromancien. C'est un nécromancien, c'est un magicien qui contrôle et qui manipule les morts. Et souvent, les nécromanciens, ils se constituent une armée de morts vivants. La référence absolue de notre époque, c'est le roi de la nuit dans Game of Thrones. Voilà. Oui, il y en a plein, ils n'ont pas vu Game of Thrones, je sais. Forcez-vous, lisez-le, regardez la série. Game of Thrones, c'est une œuvre fantastique majeure. Populaire en plus, franchement, ça se laisse regarder comme il faut. Dès que vous avez passé la première saison, c'est ok. Je crois que c'est sur Prime Video avec le Pass Warner en ce moment, voilà. Comme ça, j'ai un petit peu parlé d'Apple TV avec Silo et un petit peu de Prime Video avec Game of Thrones. Alors, regardons de plus près ce méchant Shan Yu. Déjà, c'est un des seuls de tout le film à avoir des pupilles noires et un iris jaune. Une couleur qui pourrait être due à l'utilisation de la magie noire. Il y a d'autres méchants dans Disney qui ont les mêmes yeux, comme Maléfique par exemple dans La Belle au Bois dormant, qui elle aussi utilise la magie noire. Ensuite, ces soldats, ils ont le teint pâle, mon gars, froid, des cadavres. Ça, c'est un +1 pour la théorie du nécromancien. Alors, ils ont peut-être froid parce qu'ils sont en pleine montagne, enneigés et torse nu, oui, non mais attends, aussi, raison de plus. Aucun peuple ne se balade comme ça torse nu en plein froid. Il n'y a que les morts qui supportent ce froid-là. +1 pour la théorie. Lui, à Skip, il a dit qu'il a gravi l'Everest habillé comme ça, facile en plus, il a dit. Non mais n'importe quoi. Bon, et plus tard dans le film, Mulan et les autres soldats arrivent au village dévasté par les Huns. Village détruit dans lequel il n'y a aucun cadavre. Pourquoi il n'y a aucun cadavre? Ma tête me convainc que c'est parce que c'est trop hard pour Disney de placer des corps comme ça sur le sol. Et je comprends. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que mon cœur, il me dit qu'ils sont bel et bien tous morts. Et que Shan Yu, le nécromancien, les a ramenés à la vie pour agrandir son armée de morts vivants. Et je suis désolé, mais c'est bien plus cohérent que de ne retrouver aucun cadavre. +1 pour la théorie. Et puis Shan Yu, il va vivre une défaite à un moment pendant le film. L'avalanche que provoque Mulan va engloutir toute son armée. Quelques minutes plus tard, Shan Yu, il se relève. Il constate les dégâts et il pousse un cri.
Et ça, c'est un cri qui réveille son armée d'entre les morts. Une armée écrasée par une avalanche. Et dont certains sont toujours torse nu, hein, attention. Tout au long du film, il y a beaucoup trop d'éléments qui nous prouvent que ce méchant-là, c'est un chef de mort-vivant. Et cette théorie voudrait aussi que ses pouvoirs proviennent de son épée. C'est pas nouveau d'observer une épée qui donne des pouvoirs à un nécromancien. Dans le Hobbit, Radagast, c'est lui, il se bat contre l'âme d'un roi sorcier. Et ce n'est qu'après avoir perdu son épée que l'âme disparaît. Une épée qui lui offrait donc des pouvoirs de nécromancie. Dans le folklore en général, c'est assez commun. Et à la fin du film Mulan, on retrouve l'armée des Huns qui se tient en embuscade. Alors là, on les voit pas, hein, ils sont cachés sous ce dragon en mode cheval de Troie. Mais tous semblent attendre quelque chose. Ce quelque chose, c'est que Shan Yu récupère son épée. Son faucon vient récupérer l'arme, la ramène à son maître et là, embuscade. Vraiment, quand il récupère l'épée, c'est le point de départ. Comme si le méchant de Mulan avait absolument besoin de son épée. Que ce soit pour contrôler les morts ou même pour obtenir plus de pouvoir. Et ça se confirme pendant son affrontement contre Li. Il perd son épée quelques instants et c'est là que Li prend l'avantage. Et quand il récupère son épée, il reprend soudainement le dessus. Shan Yu porte son épée, il casse des portes, des colonnes, il traverse un toit. Oh, c'est Hulk le ref. Mais quand il perd son épée, d'un coup, il devient plus faible. Et pour couronner cette théorie de l'épée magique, sa forme est unique. Sa lame ne ressemble à aucune autre, elle est wavy. Et ok, ça ne suffit pas pour qu'elle soit magique, mais dans une série d'animation de Disney, Princesse Sophia, on peut y voir les Wicked Nine. Les Wicked Nine, c'est les 9 objets magiques appartenant à des méchants de l'univers Disney, parmi lesquels se trouve le sceptre de Jafar, la fleur magique, dans Réponse, on va en parler après de Réponse, mais bon, surtout, l'épée de Shan Yu. Plus 10 pour cette théorie de l'épée magique. On y arrive au Roi Lion. On y arrive, non, c'est pas on y arrive, on y est au Roi Lion. Dans cette théorie, quand Mufasa meurt, ok, je spoil mais je refuse qu'on m'engueule pour ça. Très bien, quand Mufasa meurt, il rejoint le ciel. Quand il rejoint le ciel, Mufasa devient les nuages. Voilà, c'est ça la théorie. Laissez-moi un peu le temps de vous expliquer. Déjà, dans le film, tout le monde se souvient de cette séquence dans laquelle Mufasa revient voir son fils. Simba, n'oublie pas qui tu es, tout ça. Bon, mais quand il apparaît sous quelle forme ? Sous la forme de nuages. Très bien, on continue avec la seconde partie de la théorie qui va nous permettre de préciser un petit peu plus. Mufasa devient les nuages, mais il va continuer de suivre son fils, il va l'accompagner, il va le protéger quoi. Alors quand Simba s'éloigne de son royaume, il emporte avec lui les nuages. S'il emporte avec lui les nuages, il n'y a plus de nuages sur le royaume. Plus de nuages, plus de pluie. Plus de pluie, plus d'eau, sécheresse. Voilà pourquoi il faut arrêter de jeter les chewing-gums par terre. Pardon. Bon, et lorsque Scar accède au trône, le manque de pluie provoque une terrible sécheresse sur le royaume. Et donc sous le règne de Scar, s'alimenter ça devient très compliqué. Les journées s'obscurcissent, tandis que du côté de Simba, tout semble bien plus coloré, plus joyeux quand même. Bon ensuite, Nala part retrouver Simba, Simba revient sur la terre des lions, et quand il revient, l'orage s'installe. Les nuages, eh oui. Mais ok, vas-y, on a vu Mufasa dans les nuages, on a compris le délire de sécheresse, mais qu'est-ce qui prouve vraiment que Mufasa, c'est les nuages? Poto, quand Scar frappe Sarabi, la mère de Simba, la femme de Mufasa, t'aimas comment les nuages réagissent? Ah mon gars, c'est Goku derrière Gohan, Mufasa derrière Simba. J'aime bien le lien que j'ai réussi à tisser entre DBZ et le Roi Lion. Bon, c'est une relation père-fils quoi, y a rien de... En tout cas, plus le fils est en danger, plus l'orage s'intensifie jusqu'à ce que l'esprit de Mufasa se manifeste contre son assassin de frère. Et oui, de tout là-haut, il revoit la même scène qui lui est arrivée, sauf que là, c'est son fils. Joli. Et ça n'est qu'à la fin, après que Simba détrône son oncle, que la colère de son père Mufasa diminue et met fin à l'incendie en déclenchant la pluie. Tout redevient comme avant, la nature repousse, Mufasa n'a plus besoin de protéger son fils, le cycle de la vie, tout ça. Et pendant qu'on est dans le chapitre du Roi Lion, j'ai envie de parler de cette théorie à laquelle j'ai cru pendant longtemps, théorie terrible. Celle comme quoi Scar, après avoir battu et tué Mufasa, l'aurait mangé, ok, et s'amuserait même avec son crâne, juste là. Elle est très connue cette théorie, elle est terrifiante, mais à ce qui paraît, c'est pas un crâne de lion, c'est un crâne de babouin. Alors j'ai fait mon boulot, hein. Je suis allé sur Google Images, c'est ça mon boulot. Je suis allé sur Google Images, j'ai tapé crâne de babouin. Et en effet, un crâne de babouin, ça ressemble à ça. Et ça, c'est celui d'un lion. Voilà, et celui-là, c'est celui dans le film. On a bien là un crâne de babouin, donc c'est pas Mufasa. Et ouais, voilà. Bon, en vrai, c'est dommage. Allez, passons à Stitch. Lilo et Stitch. Dans Lilo et Stitch, il y a ce personnage, Cobra Bubbles, ancien agent de la CIA reconverti. Maintenant, il bosse dans les services sociaux. Et il est là, dans le film, bien avant que Stitch n'arrive et tout. Hein. Sa mission, c'est de surveiller Nani, la sœur de Lilo, pour voir voilà, si elle s'occupe bien de sa petite sœur. Parce que, ouais, Lilo et Stitch, vous l'avez sûrement vu il y a très longtemps, mais les parents de Lilo et Nani sont morts dans un accident de voiture, sous la pluie. Après leur mort, Cobra Bubbles, il apparaît. Il se présente comme un travailleur social, mais peut-être qu'il travaille encore pour la CIA. Peut-être qu'il vient donner un coup de main à des anciens collègues décédés dans un accident de voiture. Le père et la mère de Lilo et Nani. Donc ça voudrait dire que les parents de Lilo et Nani étaient des agents de la CIA. Voilà, c'est ça la théorie. Quand ils débarquent pour la première fois chez la famille Pelekai, chez les deux sœurs, mon gars, c'est une catastrophe. Un dessin de Lilo sur le frigo qui signale un souci, la cuisine d'un joueur de LOL. Bon, tout porte à croire que Nani s'occupe très mal de Lilo. Et pourtant, il ne se passe rien. Cobra ne fait rien. Pourquoi ?
Pourquoi il n'agit pas? Parce qu'il n'est pas là en tant que travailleur social. C'est pas son rôle, lui il est là pour veiller sur eux, c'est tout. C'est pas son job de faire sortir Lilo de chez elle, la petite Lilo, qui a une vraie obsession. Je sais pas si vous en souvenez, mais elle prend des photos de touristes, des touristes en surpoids. Dès le début du film, elle fait ça, et sa chambre est remplie de ce genre de photos. Alors le storytelling autour de tout ça, c'est quoi? C'est que le père aurait emmené sa fille en mission de surveillance, du coup voilà, il prendrait des photos comme ça, et personne ne pourrait se douter qu'un père et sa fille, sur une plage, sur une île, pourraient faire partie de la CIA. Excellente couverture mise en place par le père, une couverture qui permet de prendre en photo sa cible, une personne en surpoids. Et pour Lilo, c'est un joli souvenir avec son père qui est aujourd'hui décédé. Et voilà pourquoi aujourd'hui elle continue de prendre ces mêmes photos. C'est en quelque sorte pour rester proche de son père, pour continuer de faire exister ce moment. Voilà, pleure, t'as le droit, t'es devant un écran, personne ne te regarde, à part si t'es dans les transports peut-être, je sais pas. Et des parents dans la CIA, ça expliquerait aussi pourquoi Lilo a des livres aussi variés dans sa chambre. L'élevage des huîtres, est-ce pour vous? Mangeur de feu pour le plaisir et l'argent, la carte de l'état d'Iowa. Alors ces livres, c'est très probable qu'ils appartenaient à ses parents. Mais qui fait des recherches sur l'élevage d'huîtres et le mangeage de feu en une seule vie, frérot? Personne. Si, en vrai c'est très plausible, mais pour le bien de la vidéo, personne. Sauf ceux qui changent de rôle, des acteurs ou des agents secrets, en mission d'infiltration par exemple, la CIA. Oui, ça c'est plus probable. Alors, petit retour sur la mort tragique des parents, accident de voiture sous la pluie, comme Lilo a pu le dire à Stitch. Ils étaient en voiture et ce jour-là, il avait plu. Lilo, bien avant de connaître Stitch, elle a un ami. Cet ami, c'est un poisson, cet ami, c'est Doudou. Et le seul moment où on peut voir Doudou, c'est au début du film. Voilà, c'est lui qui passe avec son sandwich. Et il a un sandwich dans la bouche parce que Lilo, tous les jeudis, elle lui donne un sandwich. Tous les jeudis, j'apporte un sandwich au beurre de cacahuète à Doudou le poisson. Doudou est un Et poisson. aujourd'hui, on n'avait plus de beurre de cacahuète. Alors pourquoi? Parce que d'après elle, Doudou, il contrôle la météo. Doudou fait venir le soleil. On a là un poisson qui contrôle la météo. Un poisson, ça contrôle pas la météo, hein. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, mais voilà. Alors qui de vivant pourrait contrôler la météo? Un demi-dieu. Voilà, je vous laisse pas le temps de chercher. Un demi-dieu, sauf que dans Lilo et Stitch, il y en a pas. Mais la théorie arrive, les potes. Sur une autre île du même océan, l'océan Pacifique, il y a un demi-dieu qui traîne par là. C'est lui, c'est Maui, du film Vaiana. Maui, il contrôle la météo. Dans la musique pour les hommes, il le répète en boucle. Je suis à l'origine de tous les phénomènes. Les vagues, les fleurs, le vent, ça pour Maui, c'est que j'ai d'enfants. Voilà, on te croit, frérot. Il tire le soleil, il souffle du vent, ok. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, Maui? Maui peut se transformer en animal. Faucon géant, Sven de la Reine des Neiges, s'il veut. Et donc, il pourrait aussi se transformer en petit poisson qui aime bien les sandwichs au beurre de cacahuète. Et oui, il le fait, juste là. Donc quand Lilo nous dit qu'elle a un poisson qui contrôle la météo, elle nous ment pas. Doudou, c'est Maui. Et la question c'est pourquoi Maui il aurait traversé comme ça l'océan Pacifique pour rejoindre Lilo. Alors petit A parce que Lilo est la descendante de Vaiana. Maui veut protéger Lilo. Bon, simple. Petit B, Lilo elle fait en sorte de garder Doudou, donc Maui, pour protéger sa famille d'une nouvelle potentielle averse qui pourrait encore causer la mort d'un proche. Voilà, elle est triste celle-là, mais plausible. Et petit C, un petit peu plus glauque. Dans ce petit C, la théorie voudrait que Maui, sans le vouloir, soit à l'origine de l'averse qui a causé l'accident et la mort des parents de Lilo. Voilà pourquoi maintenant il passe son temps auprès d'elle pour la protéger. Le temps que quoi? Le temps que Stitch vienne le remplacer. Et petit D, c'est le même océan, il kiffe les sandwichs et Lilo, elle régale. Voilà, ça y est, il n'y a plus d'inspi, on passe à la suite. Quittons le beau temps des îles pour le royaume d'Arendelle. En 2013, il y a La Reine des Neiges qui sort au cinéma. Et dans La Reine des Neiges, la princesse Elsa, elle s'apprête à régner sur le royaume d'Arendelle. Et pendant la cérémonie de couronnement, easter egg, on peut y apercevoir Réponse et son époux, Flynn, du film Réponse donc. Pourquoi elle a pas ses cheveux blonds dans La Reine des Neiges? Yes, ça, t'as pas vu le film. Alors, pourquoi il y aurait Réponse et Flynn, qui est son époux, dans La Reine des Neiges? Parce que Elsa et Anna, qui sont sœurs, hein, ok, sont les cousines de Réponse. Voici la théorie. Ça, c'est la mère de Réponse, et ça, c'est le père d'Anna et Elsa. Bon voilà, la théorie, elle débute par là. Les deux se ressemblent beaucoup. La maman de Réponse et le papa d'Anna et Elsa seraient frères et sœurs. Et cette théorie, elle nous offre des explications plus claires sur certains événements. Dans La Reine des Neiges, les parents des deux sœurs leur annoncent qu'ils s'en vont pendant 2 semaines. 2 semaines sans vous? Tout se passera bien, rassure-toi. Alors ils partent, et leur bateau fait naufrage. Anna et Elsa sont désormais orphelines. Vient les funérailles des parents, suivies d'une ellipse de 3 ans. 3 ans. Et le film sort en 2013. Alors la théorie voudrait donc que le naufrage se soit déroulé en 2010. Quel film sort au cinéma en 2010? Réponse. Allez, ok, oui, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, réponse, voilà, mais tout est bon à prendre pour expliquer pourquoi Réponse et Flynn sont dans La Reine des Neiges. Pourquoi? Ben, y a une réponse à ça, réponse, décidément, ça s'arrête pas, il y a des jeux de mots partout, c'est une dinguerie. Parce que les parents d'Elsa et Anna se sont rendus à un événement que le monde, le vrai monde, nous, avons pu découvrir en 2010. Cet événement, c'est le mariage
de Réponse et Flynn. Vu que Réponse, c'est la nièce du père d'Anna et Elsa. Donc c'est hyper logique que l'oncle se rende au mariage de sa nièce. Voilà, fin un petit peu brutale de cette théorie. Je déteste parler des liens de parenté, des cousins, cousines, de tout le monde. C'est une catastrophe. J'ai horreur de ça. Je vous dis même, il y a des théories qui étaient dans cette vidéo que j'ai fait sauter exprès parce que ça parlait trop de ça. Ça me saoulait. Genre la petite sirène, le père de la petite sirène, c'est Triton. Le père de Triton, c'est Poséidon. Le frère de Poséidon, c'est Zeus. Le fils de Zeus, c'est Hercule. Donc Hercule et Ariel, la petite sirène, ils sont cousins. Mais cousins au second degré. Et ça, pour moi, c'est le lien familial le plus flingué de tous les liens familiaux. Frère, cousin, second degré, c'est quoi? C'est mon avis. Je dis ce que je veux. Et en plus, j'ai plein de cousins au second degré, des cousines et tout. Mama, désolé, pardon. Je vous aime, la famille. Bon, il y a aussi Nala dans Le Roi Lion, qui est la fille de Scar, parce qu'elle a les mêmes yeux. Ok, mais ça veut dire que Scar ne peut pas être le frère de Mufasa, sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que Simba, il sort avec sa cousine, et non, chez Disney, ça, non, pas possible. Mais alors Scar, si c'est pas le frère de Mufasa, c'est quoi? Il a été adopté par les parents de Mufasa? Et c'est pour ça que dans Le Roi Lion 2, oui, il y a un 2, Scar adopte un enfant. Et Nick Wilde dans Zootopie. Nick Wilde, qui serait le descendant de Robin des Bois. Bon, voilà, il y en a beaucoup trop. Bon, vous savez quoi? Si vous voulez un épisode 2, vous me dites dans les commentaires, ok? Vous me dites, on veut un épisode 2. Vous savez quoi? Vous mettez juste 2. Voilà, mettez juste 2 et je comprendrai très bien. Je sais aussi qu'il y a les théories Pixar, on va aller observer tout ça. Cherchez dans les commentaires la petite bête, parmi toutes les théories qu'on vient de découvrir dans cette vidéo. Si l'une d'entre elles n'a aucune faille, c'est que c'est réussi et ça, c'est fantastique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao!